Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à cette conférence. Donc, je me présente, je suis Clément Benassi, je suis directeur général et cofondateur de Néolith. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'éco-stérilisation. C'est une idée que nous avons développée avec nos associés. Mes associés, donc William et Nicolas. Et l'idée, c'est de résoudre tout simplement le réchauffement climatique et les problèmes environnementaux grâce à l'industrie. Donc c'est de mettre les logiques et les moyens industriels derrière les solutions environnementales pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Mais tout d'abord, je vais dresser un constat. Alors, c'est un constat qu'on vous rabâche à longueur de journée, et notamment en cette journée qui est particulièrement chaude. J'ai un scoop pour vous, la planète se réchauffe. Et j'ai un deuxième scoop pour vous, on n'est pas du tout en train de résoudre ce problème. Si on regarde aujourd'hui l'augmentation depuis 1990, on a pris 50% d'émissions supplémentaires de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on est à peine stable et on a des objectifs qui sont très ambitieux qu'on repousse chaque année parce qu'on sait qu'on ne va pas les atteindre, qui c'est de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre en Europe et moins 63 d'ici 2030. Donc 2030, c'est demain. Et moins 63% dans le monde d'ici 2050. Donc autant vous dire qu'il faut vraiment réfléchir à notre système différemment pour pouvoir adresser ce problème. En fait, pourquoi la planète se réchauffe? C'est essentiellement à cause de la corrélation entre trois paramètres qui sont l'augmentation le PIB, l'énergie consommée et la production de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que quand le PIB augmente, le gaz à effet de serre augmente, et donc la consommation d'énergie, car l'énergie qu'on utilise est essentiellement carbonée. Et par exemple, vous voyez ici, quand il y a un petit creux au niveau de 2007 avec la crise des subprimes, quand le PIB baisse, le CO2 diminue. Et notamment, c'est ce qu'on a vu aussi pendant le Covid. On s'est targué qu'on avait baissé les émissions de je ne sais plus combien, de 8%, je crois. Et puis, en fait, effectivement, dès qu'on revient à la normale, ça revient à la normale. Donc l'idée, en fait, toute notre économie est aujourd'hui tournée vers la combustion et vers l'utilisation d'énergie fossile pour pouvoir augmenter notre PIB. Alors on voit qu'il y a de l'espoir là-dedans parce qu'on voit que ça se décorrèle au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à l'efficacité énergétique, on a besoin de moins en moins d'énergie pour produire la même quantité de PIB, mais malgré tout, quand le PIB augmente, si le PIB continue à augmenter, ce qui je pense tout le monde souhaite aujourd'hui, les gaz à effet de serre vont augmenter et on va être très loin de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre. En fait, si on prend aujourd'hui la répartition de ces émissions, on va avoir du coup beaucoup qui vont être dus à l'énergie, au transport, à l'industrie. Et en fait, on va voir que, à travers quelques exemples, que c'est des innovations aujourd'hui, que tout ce qui se passe aujourd'hui sur ce marché-là ne va pas dans le sens des moins 55%, va dans le sens au mieux des moins 5, moins 10%, et on ne pourra pas atteindre nos objectifs si on continue de la sorte. Le premier exemple que j'ai, c'est tout simplement le ciment, qui est la troisième industrie la plus polluante en France. Donc on a aujourd'hui, il y a une donnée qui est assez intéressante, c'est-à-dire que les cimentiers se targuaient de réduire de 40% leur impact depuis 1990. Et donc effectivement, ils ont bien réduit leurs émissions de gaz à effet de serre depuis de 40%, mais ils ont aussi réduit leur production de 40%. Donc ça veut dire que grosso modo, à la même tonne de ciment produit, on arrive à peu près au même point. Donc les moteurs aussi, qui est un gros sujet au niveau donc des moteurs à combustion qui sont dans la plupart de nos voitures. Aujourd'hui, il y a des améliorations qui ont été faites qui sont notables. C'est-à-dire qu'on a réduit en 40 ans de 25%, on a augmenté de 25% l'efficacité des moteurs à combustion, mais le poids des voitures a aussi lui augmenté. Donc au final, par voiture, aujourd'hui, on est à moins 9% depuis 30 ans. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le bon scope pour arriver à cette réduction. Et aujourd'hui, on est obligé de réfléchir le système différemment parce qu'en plus, la quantité de voitures individuelles, malgré tout, continue d'augmenter. Enfin, on parle beaucoup aussi du gaz qui est présenté comme une solution, on va dire, pour réduire notre impact et notamment passer par le biogaz. Aujourd'hui, selon les prévisions les plus optimistes, d'ici 2030, on sera à 30% de biogaz dans le mix de gaz français. Et ces 30%-là, ça va permettre de réduire l'impact du gaz à 200 grammes de CO2 par kilowattheure produit, ce qui est déjà 4 fois supérieur au mix énergétique français qui est majoritairement nucléaire. Donc c'est-à-dire que déjà même avec ces objectifs-là où on met de plus en plus de gaz, au final on est déjà bien au-dessus de ce qu'on est en mesure de tolérer pour 2030 et pour 2050. En fait, tout ça, pour résumer,
C'est parce qu'on est dirigé vers une économie carbonée et notamment aujourd'hui on présente au niveau par exemple si on parle de l'incinération pour faire de la chaleur, on observe que on a, par exemple, si on brûle du plastique ou si on brûle si on brûle du plastique, bah, comme c'est du plastique qui est de l'énergie fossile, eh ben, on va forcément émettre du CO2 et même si on améliore la valorisation, qu'on fait, qu'on chauffe plus d'habitations, etc. avec ça, bah, au final, on arrive à une énergie qui est aussi polluante que le charbon. Et ça veut dire qu'on peut améliorer ces systèmes-là, mais au bout d'un moment, quand on fait de l'innovation incrémentale sur des systèmes qui sont déjà existants, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs parce qu'on sera limité par justement cette émission nette de CO2 qui va, elle, ne jamais décroître. Donc aujourd'hui, si on chauffe qu'au charbon, bah, on ne rentrera pas dans nos objectifs. Donc le constat qu'on peut dresser aujourd'hui, c'est que depuis 2005, on a réduit que de 5% les émissions de gaz à effet de serre par habitant depuis 2005. Comme la population croît, grosso modo, on arrive à peu près à quelque chose de constant. Donc si on prend au niveau de la France, réduire de 50% d'ici 2030, il va falloir qu'on pense le système différemment. On est aussi dans une société qui est dirigée vers l'économie capitaliste et donc vers la croissance et notamment aussi sur la liberté individuelle. C'est-à-dire qu'on a des difficultés aujourd'hui à instaurer des mesures qui seraient extrêmement contraignantes. Par exemple, mettre un quota nombre d'avions qu'on peut prendre par an ou kilomètres d'avions qu'on peut prendre par an, des quotas à la viande ou ce type de choses. C'est quelque chose qui aujourd'hui est très peu entendable dans notre société. Et donc, on fait en plus peser sur le consommateur un poids qui, lui, n'est pas en mesure lui-même de résoudre le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, remplacez votre vieux véhicule diesel par un nouveau qui consomme 0,5 litres au 100 de moins. C'est pas comme ça qu'il va résoudre, lui, à son échelle, le réchauffement climatique. Et il faut avoir pour lui les solutions aussi industrielles, aussi performantes, qui soient écologiques que les solutions qu'il a actuellement. Donc, moi, je suis persuadé qu'il faut se maintenir dans une logique de croissance, parce que toutes les sociétés, même d'un point de vue écologique, une société d'animaux a besoin de croître pour pouvoir continuer d'exister. On peut avoir une croissance qui est raisonnée et qui n'est pas faite sur purement piller les ressources, etc., et avoir au bout de 4 mois la planète qui a été entièrement consommée. Mais on doit pouvoir développer cette croissance pour maintenir la société debout. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons conçu l'éco-industrialisation. Donc, qui se définit par une définition très simple qui est l'utilisation des logiques et des moyens industriels pour des solutions écologiques performantes. Je ne sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais aujourd'hui, quand on parle d'écologie, on parle beaucoup de choses à petite échelle, de remplacer sa voiture, de mettre des poules dans son jardin, etc., qui sont des bonnes solutions, mais ce n'est pas comme ça qu'on va vraiment pouvoir agir à grande échelle. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est mettre déjà les logiques industrielles, c'est-à-dire l'ensemble des concepts qui ont été définis dans l'industrie, notamment par exemple pour produire, on arrive, je crois, au niveau de Valenciennes à produire une Toyota Yaris toutes les 8 secondes. On a mis pour ça un développement de plusieurs dizaines, voire centaines d'années pour faire des concepts d'industrialisation et d'arriver à une performance qui n'a jamais été égalée précédemment. Donc c'est l'ensemble de ces concepts et de ces idées qui permettent de passer de l'échelle de la R&D à la production industrielle et aux diffusions dans le monde entier. Les moyens industriels qu'on veut mettre, c'est l'ensemble des capitaux qui sont aujourd'hui majoritairement dédiés vers l'économie carbonée et les savoir-faire des installations, les savoir-faire et les installations qui permettent de produire de manière industrielle. Alors aussi, ce qu'on appelle du coup nous les solutions écologiques performantes, ça désigne des innovations, qu'elles soient technologiques ou qu'elles soient organisationnelles ou même des solutions qui sont déjà existantes, qui permettent d'avoir un impact d'une réduction d'au moins 50%, notamment par exemple des gaz à effet de serre ou d'un autre problème environnemental qui a été soulevé, par rapport au système actuel. Donc c'est à ce moment-là que nous on considère que la solution est performante écologiquement et qu'elle est industrialisable, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre 2100 pour pouvoir la sortir parce qu'on n'a pas le temps d'attendre. Donc c'est-à-dire que ça nécessite certes du développement, mais du développement qui est court et raisonné. Donc en gros, l'idée c'est que notre approche, elle s'oppose aujourd'hui à l'innovation incrémentale. Donc je parlais par exemple de l'incinérateur. Aujourd'hui, on pourra améliorer l'incinérateur, mais il y aura toujours cette émission nette de carbone, brute de carbone qui, dans tous les cas, rendra cette énergie polluante. Nous, on veut dire, est-ce qu'il n'y a pas une manière de réfléchir le système différemment et donc d'être en rupture par rapport au système actuel, c'est-à-dire peut-être que potentiellement, il faudrait juste pas brûler les déchets pour pas émettre ce carbone.
Donc il y a énormément. Donc moi je veux surtout porter aujourd'hui un message d'espoir, c'est que ces solutions-là, elles existent. C'est-à-dire que notamment si on prend les exemples cités précédemment, au niveau du ciment, on a aujourd'hui des liants qui divisent par 4 voire par 5 les émissions de gaz à effet de serre liées à la production du clinker. Et donc, par exemple, les ciments comme une société vendéenne qui s'appelle Hoffman Green Cement Technology, qui divise cet impact par 4. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne font pas de combustion à 1400 degrés de roches qui émettent du CO2 dans l'atmosphère, mais qu'ils utilisent du coup d'autres coproduits et d'autres produits de l'industrie. Et des produits qui sont disponibles partout, voire même dans certaines régions plus disponibles que les matières premières utilisées pour le ciment. Au niveau des moteurs, aujourd'hui, on est en train de sortir de la combustion. On passe beaucoup à l'électrique. Alors l'électrique, c'est bien, mais il y a le problème des batteries qui reste encore très polluant. Il y a énormément d'innovations qui sont en train d'arriver sur les batteries, notamment les batteries métal air, qui en fait fonctionnent en stockant de l'énergie par oxydation du fer, et ensuite, qui stockent de l'énergie par réduction du fer, et ensuite, en gros, pour consommer cette énergie, il se rouille, donc il s'oxyde, et puis ensuite on remet de l'énergie dedans en le réduisant. Et donc c'est des batteries qui sont absolument pas polluantes. Le fer c'est présent partout, et qui sont à durée de vie beaucoup plus longue, qui s'usent beaucoup moins. Donc ça c'est déjà utilisé aujourd'hui, ça va commencer à être utilisé sur les énergies renouvelables, par exemple pour stocker, donner de l'énergie pendant la nuit avec les panneaux solaires, donc stocker les énergies des énergies renouvelables, et bientôt on peut espérer le voir sur les voitures. Et notamment, il y a des innovations. Donc, il y a une boîte comme ça aux États-Unis où Bill Gates a investi, je crois, 200 millions pour pouvoir développer ce concept. Donc, c'est vraiment des trucs qui commencent à pouvoir s'industrialiser. Donc, il y a quand même une légère réorientation des capitaux qui est faite, mais pas forcément encore à l'échelle qui est nécessaire. Enfin, pour parler du gaz, de l'énergie, le gaz est surtout pas mal utilisé aussi en industrie pour pouvoir chauffer. Aujourd'hui, on a une boîte qui s'appelle Jim Energy, qui est française, qui met des toutes petites centrales nucléaires au sein des usines qui nécessitent beaucoup de chauffe, et donc qui produisent de l'énergie quasi zéro carbone pour remplacer ce gaz. Donc on a ces solutions-là qui sont en train d'apparaître. Alors c'est le moment où je me fais un peu de pub. Néolith, nous on a réfléchi aussi un peu le système différemment. Je vous parlais de l'incinération, du coup nous on est la 3e voie de traitement des déchets. Il y avait l'enfouissement, l'incinération, et nous du coup c'est la fossilisation. C'est la transformation des déchets non recyclables en cailloux pour faire des routes et du béton. Donc l'idée c'est que en fait nous on est sur un processus, au lieu de partir sur de la combustion, etc., on est vraiment juste sur du procédé mécanique, donc de broyage. On réduit en gros le déchet dans une fine poudre, on mélange ce déchet avec un liant, et ensuite on le met en forme de granulat, et ensuite on peut l'utiliser pour faire des routes et du béton. Donc notamment par exemple tous des déchets qui auraient été par exemple aujourd'hui brûlés ne le sont pas, et sont du coup au sein de notre granulat et sont stockés sur le long terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas les émissions de gaz à effet de serre qui vont dans l'atmosphère. Ça nous permet un avantage très, très significatif, c'est que par rapport au système actuel, on se compare aujourd'hui à l'enfouissement, on réduit de 50% l'émission de gaz à effet de serre par rapport à l'enfouissement, et surtout on permet de stocker 318 kg de CO2 par tonne de granulat. Parce que en fait aujourd'hui dans nos déchets on a du papier, on a du carton, on a du bois qui, si il est enfoui ou incinéré, retourne à l'atmosphère en moins de 100 ans, et alors que nous du coup au sein de notre granulat il est inerté dans notre granulat, et donc est stocké pendant plus de 100 ans. Donc, ça nous permet de faire du stockage carbone, ce qui veut dire que le procédé qu'on a développé en réfléchissant le système différemment a une émission nette en gros de moins de 100 kg de CO2 par tonne de déchets traités. Donc c'est dans cette logique-là qu'on a créé, nous, Néolith, et qu'on veut développer aussi d'autres idées. Alors, moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est bien beau, mais comment on fait? C'est ça la question. Donc, nous, la question qu'on s'est posée, c'est comment on peut résoudre rapidement le réchauffement climatique. Alors, on a développé pour ça une méthode que j'appelle le sablier de l'éco-stérilisation. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir 4 étapes aujourd'hui pour arriver au final à un produit industriel. Donc, avec une première étape qui est la phase d'idéation, c'est-à-dire une phase avec une recherche des idées qui sont pertinentes aujourd'hui, comme quelques-unes que je viens de vous présenter, et aussi des systèmes de design thinking, etc., pour imaginer même de nouvelles idées, donc prendre le système complètement à l'envers. Ensuite,
étudier la phase de faisabilité avec deux parties majeures, une partie étude de marché pour voir si l'idée est pertinente et si elle peut être applicable, et une partie du coup R&D. Là, on pourrait commencer du coup à travailler sur la R&D pour voir, oui, est-ce que cette idée elle est sortable. Donc c'est-à-dire qu'on va commencer déjà à filtrer nos idées. Et du coup, on arrive au point le plus étroit du sablier, parce qu'on va au final sélectionner qu'une ou quelques idées, et qu'on va rentrer ensuite en pré-industrialisation. Et donc, on va mettre en production à l'aide d'un démonstrateur ou de plusieurs démonstrateurs si c'est nécessaire, l'idée pour voir s'il y a une vraie faisabilité industrielle et que ce qu'on a vu dans le laboratoire peut être appliqué à l'échelle industrielle. Et enfin, avec le succès de cette phase-là, passer en industrialisation, donc une diffusion du coup qui est internationale avec, donc là vous voyez il y a plusieurs couleurs sur mes triangles, c'est parce qu'on va pouvoir aussi s'adapter au pays dans lequel on s'installe et à la réalité, parce que on ne va pas imposer juste un produit industriel à tout le monde ou un service industriel à tout le monde, mais voilà, en s'adaptant réellement à quelles sont les réalités locales, quels sont les besoins locaux et comment fonctionne la culture locale. Et donc tout ça, le nerf de la guerre, c'est quand même de le financer. Et donc nous, on a une proposition pour pouvoir financer ces innovations qui sont écostrielles, c'est-à-dire que on va se fixer, en fait, on va prendre la même logique qu'aujourd'hui, quand vous arrivez devant vos banquiers pour vous demander un prêt, vous allez vous baser forcément sur un business plan, donc dire si vous me prêtez maintenant, dans 5 ans je fais tant de chiffre d'affaires et du coup je peux vous rembourser. Et nous on va faire la même chose mais avec ce qu'on appelle un carbon plan, où suivant je pense que c'est plus compréhensible en parlant du carbone plan, mais ça peut être s'il y a un autre service écosystémique qu'on veut rendre, ça peut être un autre plan, mais imaginons sur le carbone plan. Donc, on va faire un plan, par exemple, des émissions nettes de l'entreprise, imaginons sur 5 ans. Et elle va dire, aujourd'hui, si je me crée, oui, dans les 2 premières années, je vais émettre plus de carbone que je vais en stocker parce qu'il faut que je me développe, j'aurai mes voitures, etc. Et tout. Pour le coup, une fois que ma technologie est mature, dans l'année 5, je vais pouvoir économiser tant de CO2 par rapport au système actuel. Donc à partir de ce plan-là, nous on va monter du coup ce qu'on appelle l'Ecostri Bank. Donc c'est-à-dire qu'on va se baser du coup sur ces prévisions futures et prêter de l'argent au tout début de l'entreprise pour pouvoir permettre de démarrer le projet, notamment faire les premières phases qui sont les phases les plus cruciales de R&D et d'études de marché. Parce que le plus dur dans un projet, notamment une innovation technologique, c'est de le démarrer. Donc, on va permettre d'amener ces premiers capitaux. Et comment elle se finance, cette banque? Et en fait, c'est grâce aux entreprises écostrielles matures qui, elles, vont générer du crédit carbone grâce à leurs innovations. Et donc, elles vont pouvoir financer cette banque-là et faire émerger, du coup, de nouvelles entreprises écostrielles. Et à la fin, du coup, on aura un système qui va s'auto-financer parce que les nouvelles entreprises écostrielles deviendront matures et permettront de financer à chaque fois les nouvelles innovations. Et maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc l'idée, c'est que moi, aujourd'hui, c'est une des premières fois que je parle de l'éco-stérilisation. C'est quelque chose qui nous habite depuis très longtemps, mais qu'on a mis du temps à formaliser et à imaginer le système pour pouvoir le mettre en place. Donc, il y a tout qui est à construire aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est monter, nous, un réseau de l'éco-stérilisation, donc avec tous les acteurs qui sont écostriels, c'est-à-dire qui peuvent avoir un impact très significatif sur leur industrie et sur l'environnement, et de faire émerger du coup les nouvelles solutions qui demandent aujourd'hui des capitaux et des outils pour pouvoir être industrialisés. Donc nous, ce qu'on veut mettre en place aujourd'hui, c'est de créer un think tank pour pouvoir décrire et développer cette méthode, parce qu'aujourd'hui, nous, on a le concept, mais derrière, il faut dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chacune de ces phases et comment on les déroule. Et donc du coup, on est en train de créer du coup ce think tank. Donc si jamais vous êtes intéressé pour rejoindre le mouvement, n'hésitez pas à envoyer un mail du coup à ecostérilisation@neolith.fr. Et sinon, vous pouvez me voir à mon stand où on vous se pose des questions maintenant. Et que vous soyez d'ailleurs entreprise ou particulier, nous, ce qu'on veut mettre, c'est un peu de tout type d'acteurs dans nos think tanks, c'est-à-dire que ce soit des scientifiques, des philosophes, etc., pour pouvoir créer un réel mouvement. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai une question qui, j'espère, n'est pas une question piège sur le schéma de financement. Est-ce que tu peux préciser là sur les mécanismes carbone, c'est-à-dire que quand je suis un peu néophyte et peut-être un peu BA sur la question,
quand tu diminues, tu récupères des crédits carbone que tu peux monétiser, c'est ça? N'importe quelle entreprise, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a un système de quotas ou je sais pas quoi, mais tu peux rentrer sur le marché carbone, c'est ça? En fait, il y a plusieurs systèmes pour valoriser des crédits carbone. L'idée, c'est que n'importe quelle entreprise, aujourd'hui, si elle peut démontrer qu'elle génère réellement un évitement ou du stockage et qu'elle peut le montrer de manière robuste, elle est capable aujourd'hui de faire du crédit carbone. L'idée, c'est que à terme, nous, on puisse avoir notre propre méthode de valorisation des crédits carbone et de dire c'est un crédit carbone produit par EcoStrialisation. Et donc, on aurait du coup un réseau qui serait géré au niveau de l'EcoStribank. Sachant que le crédit carbone aujourd'hui, c'est environ 50 € la tonne et c'est amené à augmenter. Bon, bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions et que vous avez des regrets. Il y a notre stand qui est juste ici, au niveau du village startup, donc n'hésitez surtout pas. Merci.